j'ai 81 ans. Et pendant 60 de ces années, j'ai cru qu'être une bonne mère française signifiait disparaître complètement. Voici ce que personne ne vous dit. Si vos enfants ne vous rendent plus visite, arrêtez de les supplier. Arrêtez de préparer des repas qu'ils ne goûtent pas. Arrêtez de vous effacer pour qu'ils vous remarquent. Pendant des décennies, j'ai dressé ma table pour 4 personnes chaque dimanche. Mes 3 enfants venaient par obligation, pas par amour. Ils photographiaient mes plats, mais ne les savouraient pas. Ils me parlaient comme à une relique du passé, jusqu'au jour où j'ai hurlé, seule face à 4 chaises vides dans ma cuisine silencieuse. Ce cri a tout changé. Aujourd'hui, je mange seule à ma petite table, et mes enfants m'appellent enfin pour me connaître, pas pour me rassurer sur leur culpabilité. Si mon histoire vous touche, si vous aussi vous vous êtes perdu en aimant trop, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire. Votre présence compte, votre voix compte. Ensemble, réapprenons à exister. Je me souviens du jour où j'ai appris à Claire comment plier les serviettes. Elle avait 8 ans. Ses petits doigts maladroits luttaient avec les coins du lin blanc. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre de la cuisine, transformant tout en or. L'odeur de l'amidon à la lavande flottait dans l'air. Comme ça, ma chérie, je lui montrais encore et encore. Un pli parfait, tu vois. Quand tu seras grande, tu sauras faire une belle table. Je pensais que si je lui apprenais tout parfaitement, elle n'aurait jamais besoin de personne d'autre. Elle reviendrait toujours à la maison, vers moi. Pendant 30 ans, je me suis levée à 5 heures du matin chaque dimanche. Mes pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine, mes pantoufles qui traînaient. Le bruit de ma cuillère en bois contre la cocotte en fonte. La vapeur qui embuait les fenêtres pendant que toute la famille dormait encore. C'était ça l'amour. Personne ne le demandait, personne ne le voyait, mais je le faisais quand même, parce que c'est ce que font les mères. En 1985, ma sœur s'est mariée. Jean-Luc avait de la fièvre ce jour-là. Un petit rhume, rien de grave, mais il avait besoin de moi. J'ai raccroché ma belle robe dans l'armoire. Je me suis assise dans la chambre sombre, un linge humide sur son front brûlant. La musique du mariage arrivait par la radio. Je me disais que c'était le sacrifice qui nous lierait pour toujours. Il se souviendrait de ce moment quand il serait plus grand. Il saurait à quel point je l'aimais. Tout était parfait dans ma tête. Mes enfants grandissaient dans une maison où les draps sentaient bon, où le dîner était toujours prêt à l'heure, où maman réglait tous les problèmes. Je parlais en nous et on, jamais je veux ou j'ai besoin. C'était ça, être une bonne mère française. Invisible, dévouée, toujours disponible. Les dimanches, je dressais la table avec le service en porcelaine de ma grand-mère. 4 couverts, toujours 4. Les serviettes pliées comme j'avais appris à Claire, le coq au vin qui mijotait depuis l'aube. Les enfants riaient, mon mari racontait ses histoires de boulangerie. C'était exactement la vie que j'avais rêvée. Quand Claire a eu son diplôme universitaire en 1992, je l'ai regardée embrasser son professeur plus longtemps qu'elle ne m'avait embrassée. Ma robe en polyester me grattait. Ses talons claquaient sur les pavés de la cour. Le café de la réception avait un goût amer. Je l'ai bu seule, debout près du mur. Pourquoi souriait-elle aux étrangers comme elle me souriait avant? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Mais je continuais. Les repas dominicaux, les anniversaires, les fêtes. Toujours la même table, les mêmes plats, le même amour silencieux que personne ne remarquait plus. Le jour du mariage de Jean-Luc, en 1998, je suis allée aux toilettes de l'église.
J'ai entendu sa fiancée dire « Ta mère, elle est, comment dire, intense ». L'écho de leur chuchotement contre le carrelage blanc, l'odeur d'Élise qui me donnait la nausée, mes mains qui tremblaient en fermant la porte du box. Ils pensaient que trop aimer était un défaut. Ils voulaient une mère qui ne comptait pas pour eux. Mais moi, j'ai continué à croire que c'était normal, que c'était ce que les bonnes mères méritaient. Les années ont passé comme ça. Les enfants venaient encore le dimanche, mais quelque chose avait changé. Leur voix sonnait différemment dans ma cuisine, plus polie, plus distante. À Noël 2010, Sophie a passé tout le repas à photographier sa nourriture. Clic, 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 clic. Le flash de son téléphone rendait ma bûche de Noël froide et artificielle. Elle ne goûtait rien. Elle capturait le moment, mais ne le vivait pas. Je regardais mes 3 enfants autour de cette table où j'avais versé tant d'amour. Ils parlaient entre eux, mais pas à moi. Ils demandaient des nouvelles de papa, de leurs anciennes chambres, de mes recettes qu'ils ne feraient jamais. Jamais de mes rêves, de mes peurs, de mes petites rébellions. J'étais devenue un service dans ma propre maison. Le silence s'installait entre nous, lourd comme la brume de novembre sur la Saône. Mais je me disais que c'était normal, que c'était ce que méritaient les bonnes mères. Claire appelait une fois par semaine. « Comment va papa? Est-ce que tu as gardé mes livres de fac? Tu peux me donner la recette de ta blanquette ?» Toujours les mêmes questions. Jamais. « Comment vas-tu, maman? De quoi rêves-tu? Qu'est-ce qui te rend heureuse ?» Quand je tentais de raconter ma journée, elle coupait. « Ah, maman, je dois y aller. Les enfants m'appellent. » Le déclic du téléphone résonnait longtemps dans ma cuisine vide. Jean-Luc venait avec sa femme 2 fois par an. Ils s'asseyaient sur le bord de leur chaise, comme des invités pressés de partir. Sa femme regardait sa montre en souriant poliment. Lui parlait de son travail, de ses projets, de sa nouvelle voiture. Jamais de moi dans ses projets. Je préparais leurs plats préférés. Je sortais les albums photos de leur enfance. Je racontais les mêmes histoires drôles. Ils souriaient, mais leurs yeux restaient vides, comme s'ils regardaient à travers moi. Sophie était la plus cruelle dans sa gentillesse. Elle m'appelait ma petite maman, avec cette voix qu'on prend pour parler aux enfants. « Tu ne devrais pas rester seule comme ça. Tu devrais te faire des amis de ton âge. » Comme si j'étais un problème à résoudre. Mes 80 ans sont arrivés sans fanfare. Un gâteau acheté en supermarché, quelques cadeaux pratiques, des sous-vêtements thermiques, un livre de mots croisés, un diffuseur d'huiles essentielles. Ils étaient venus par obligation, pas par joie. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise à ma table. 4 couverts encore dressés, 4 serviettes encore pliées, les restes du gâteau dans le réfrigérateur, le silence de la maison qui pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. C'est là que j'ai compris. Je m'étais effacée si complètement que même moi, je ne me voyais plus. J'étais devenue le fantôme de ma propre vie. Et le fantôme commençait à avoir faim de quelque chose qu'il ne trouvait plus. Pâques 2022. Claire est venue avec ses enfants. J'avais passé 2 jours à préparer le coq au vin, comme avant. La table était parfaite, les fleurs fraîches, tout exactement comme elle aimait quand elle était petite. Elle a passé tout le repas sur son téléphone, ses doigts qui tapotaient sans arrêt sur l'écran. Le coq au vin refroidissait dans son assiette. Mes petits-enfants mangeaient en silence, habitués à cette mère qui n'était là qu'à moitié. « Maman, raconte-moi ta semaine », j'ai osé demander. Elle a levé les yeux une seconde. « Tu ne comprendrais pas, maman. Ta génération, c'était différent. » Ta génération.
comme si j'étais un fossile. C'est là que ma petite fille a posé sa main sur ma joue. Pourquoi grand-mère pleure? Je ne savais même pas que je pleurais. Le sel sur mes lèvres, le poids de sa petite main, la honte de réaliser que j'étais devenue la vieille dame triste des repas de famille. Quand ils sont partis, j'ai débarrassé la table en silence, les assiettes pleines, la nourriture gaspillée, l'amour qui n'avait servi à rien. J'ai rangé les restes dans des boîtes en plastique que personne ne viendrait chercher. Et puis, je me suis assise, seule face aux 4 chaises vides. Quelque chose a explosé en moi. Pas de la tristesse, de la rage, pure, brûlante, volcanique. J'ai crié, pas pleuré, crié, comme un animal blessé. Ma voix rebondissait contre les murs, contre les photos de famille, contre toutes ces années de « oui, ma chérie » et « bien sûr, mon amour » et « ne t'inquiète pas pour moi ». Le silence de mes voisins derrière le mur. Même eux avaient éteint leur télévision pour écouter. 60 ans à me transformer en fantôme, et maintenant ils s'étonnaient que je les hante. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans ma maison comme une étrangère. Ces meubles que j'avais cirés 1000 fois, ces rideaux que j'avais repassés, ces photos où je souriais toujours mais où je n'existais jamais vraiment. Dans la chambre de Claire, j'ai regardé son lit d'enfant que j'avais gardé, au cas où quoi. Elle avait 40 ans. Ses enfants dormaient dans des lits superposés à Paris, dans celle de Jean-Luc, ses trophées de foot poussiéreux. Il ne jouait plus depuis 20 ans. Sa femme trouvait ma maison vieillotte. La chambre de Sophie, avec ses peluches alignées sur l'étagère. Elle vivait à Marseille avec un homme qui ne connaissait même pas mon prénom. J'avais transformé ma maison en musée de leur enfance, mais eux, ils avaient grandi. Ils avaient des vies, des rêves, des problèmes que je ne connaissais pas. Et moi, j'étais restée figée à l'époque où ils avaient encore besoin de moi. Le matin est arrivé. Je me suis assise à ma table avec une tasse de café. Pour la première fois depuis des décennies, je l'ai vraiment goûté. Amer, chaud, vivant sur ma langue. La lumière du soleil frappait les couverts vides. Les particules de poussière dansaient dans l'air. Tout était silencieux, mais d'un silence différent. Pas celui de l'abandon, celui de la vérité. Je leur avais appris que mes besoins ne comptaient pas en ayant jamais. Je les avais dressés à m'ignorer en ne demandant jamais à être vus. 60 ans à attendre qu'ils me voient. Il ne m'était jamais venu à l'esprit de me regarder moi-même. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 12 ans. J'ai rangé 3 des 4 couverts. Le poids des assiettes dans mes mains, le bruit de l'armoire à vaisselle qui se refermait avec un clic définitif, la table qui paraissait soudain nue, mais honnête. C'était comme une trahison et une libération à la fois. Peut-être que c'est la même chose. J'ai pris mon petit déjeuner seul, avec un livre, L'étranger de Camus, que j'avais commencé en 1962 et jamais fini. Mes œufs brouillés avaient le goût d'œufs brouillés, pas de devoir maternel. La semaine a passé sans que j'appelle personne. Pour la première fois depuis que mes enfants avaient quitté la maison, je n'ai pas décroché le téléphone pour prendre de leurs nouvelles. À la place, j'ai fait des choses étranges. J'ai acheté des fleurs pour moi. J'ai regardé un film en plein après-midi. J'ai mangé du chocolat au petit déjeuner parce que j'en avais envie. Le jeudi, Jean-Luc a appelé. Sa voix était différente, inquiète. « Maman, ça fait 1 semaine que tu n'as pas appelé. Tout va bien ?» J'ai été occupée à vivre, j'ai répondu. Le silence au bout du fil.
le cordon du téléphone enroulé autour de mon doigt, la lumière de l'après-midi qui entrait par des fenêtres que j'avais enfin remarquées. Occupé à quoi? À exister, mon chéri. J'apprends comment faire. Son silence à lui était différent de celui d'avant. Ce n'était plus de l'indifférence. C'était de la confusion, peut-être même du respect. Leur inquiétude sonnait autrement quand elle venait de mon absence, pas de mon obligation. Claire est passée le samedi sans prévenir. Elle avait l'air troublée de me trouver en train de lire dans le salon, au lieu de cuisiner dans la cuisine. « Tu ne prépares rien pour dimanche ? » ?»« Non. »« Mais, et le repas de famille ? » ?»« Quelle famille ? Tu viens par culpabilité, Jean-Luc par politesse, Sophie parce qu'elle se sent obligée. Ce n'est pas un repas de famille, c'est une représentation théâtrale. » Elle s'est assise sur le bord du canapé, comme une étrangère dans son ancienne maison. « Maman, qu'est-ce qui t'arrive ? » ?»« Rien ne m'arrive. Quelque chose s'arrête. Je n'ai plus l'âge de faire semblant. » Le dimanche suivant, j'ai préparé une omelette aux fines herbes, juste pour moi, à ma petite table près de la fenêtre. Le goût des herbes que j'avais choisies moi-même, le bruit des pages qui tournent au lieu de conversations forcées, la sensation que ma propre compagnie suffisait. Mon téléphone a sonné 3 fois. Je n'ai pas répondu. Ils s'inquiètent maintenant. Ils parlent entre eux de l'état de maman, comme si le fait d'arrêter d'être invisible était une maladie. Mais moi, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Quand on arrête de mendier l'attention, on commence à la mériter. Quand on cesse d'être indispensable, on peut enfin devenir intéressante. Sophie m'a écrit une lettre. Une vraie lettre, pas un message. Elle me demandait de mes nouvelles, de mes lectures, de ce qui me rendait heureuse. Pour la première fois en 40 ans, j'ai mis 3 jours à lui répondre, pas par méchanceté, mais parce que j'avais des choses à faire, une exposition à voir, un livre à terminer, une vie à rattraper. Hier, Claire m'a proposé de déjeuner ensemble, juste nous deux. « J'aimerais te connaître », elle a dit. La vraie toi. J'ai accepté. Nous nous verrons mardi. Je ne sais pas si nous rattraperons 60 ans de malentendus. Je ne sais pas s'ils m'aimeront mieux en tant que personne qu'en tant que service. Mais j'ai arrêté d'attendre leur permission pour exister. J'étais toujours là. J'avais juste oublié comment me remarquer. Maintenant, à 81 ans, j'apprends enfin qui je suis. Et c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. La table est mise pour une personne, et cette personne-là mérite un repas préparé avec amour.